Georges Goma. Une civilisation brillante à travers une organisation politique remarquable et aussi une vie politique assez élaborée. Empêcher ce référendum du 25 octobre prochain. Mais souvenez-vous, j'ai l'habitude de le dire, que le président Sassou ne va jamais tenir son référendum dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi suprême. Il n'est pas au-dessus de ce qu'on appelle la conscience collective nationale. Monsieur Sassou est un militant comme tout le monde, est un Congolais comme tout le monde. Monsieur Sassou est conscient qu'il est en train de tricher. S'il se permet de faire ça, c'est parce qu'il a désarmé toutes les communautés en dehors de la sienne. Mais nous disons que nous allons l'arrêter net. Ne vous inquiétez pas. Et nous sommes prêts. D'ici quelques jours, vous verrez que nous allons sortir avec des pancartes. Et nous allons demander à M. Sassou de démissionner. Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas des jusqu'au boutistes, mais nous sommes dans la méthode. Nous sommes dans une stratégie, à mon avis, un peu à nous amener vers le succès. Nous ne sommes pas des gens qui tiennent des meetings ça et là, mais nous, c'est sur le terrain. C'est par la marche, c'est par la mobilisation qu'on va le chasser. Voilà, cher ami. Pourquoi voulez-vous chasser alors qu'il est encore en plein mandat? Mais nous allons chasser M. Sassou parce que pour nous, M. Sassou a violé sa propre constitution. Lorsqu'il annonce le référendum, ça veut dire qu'il n'est plus président. Ça veut dire que son gouvernement tombe. Même le Conseil constitutionnel, je pense à la Cour constitutionnelle ici, M. Sassou ne respecte même pas son peuple. Parce que pour nous, la Cour constitutionnelle, ils sont tous PCT. La Cour suprême, c'est pareil. Donc nous pensons que M. Sassou est un faussaire. Mais un faussaire, on l'arrête, il va en prison. C'est clair. Voilà, mon ami. Il va en prison, le faussaire. Est-ce que le faussaire le garde à la maison? Il doit aller en prison. Et nous allons donc le chasser. Maintenant, voilà pourquoi je demande au peuple, est-ce que le peuple est prêt? Je dis oui, le peuple attend un leader. Et nous, on sera devant pour conduire cette délégation, cette foule, jusqu'à la présidence, pour demander son départ. Il aura le même sort que Blaise Compaoré. Merci. Voilà, merci. « 8h40 dans les matins éphémères. Je suis très heureux de te voir ce matin, Georges. Moi aussi. T'as toujours l'air de bonne humeur, même si je sais que t'es très occupé, mais tu gardes la bonne humeur, j'aime ça. Il faut bien garder la bonne humeur, sinon on crève. C'est ça. Tu vois un peu. C'est une attitude que j'admire beaucoup, Georges. Merci. Chronique d'Afrique noire ce matin. Là, on va parler de Congo-Brazzaville. Donc ça, c'est un État de l'Afrique. C'est distinct de la République démocratique du Congo. Il faut bien le préciser. Oui, il faut bien le préciser parce que malheureusement, même parfois au plus haut niveau des États, on arrive toujours à confondre ces deux Congos. C'est incroyable. Je veux dire, au plus haut niveau des États, il y a des gens dans les gouvernements qui l'ignorent complètement. Qui l'ignorent, en fait, qui l'ignorent. Une ignorance inacceptable. C'est triste, c'est vraiment triste parce qu'en fait, c'est vrai, on méconnaît tellement l'Afrique et c'est pour ça qu'on est content d'avoir à l'émission pour nous en parler. Mais absolument. Chronique d'Afrique noire a été mise en place d'abord pour ça, faire connaître l'Afrique en dehors des périmètres de l'Afrique. Et disons quand même un mot pour instruire un peu nos auditeurs. Ouais. Le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Historiquement parlant, le Congo-Brazzaville, ce qu'on appelle la République du Congo, c'est l'ancienne colonie française. D'accord. Et la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre, c'est l'ancienne colonie belge. Alors, c'est Mais plus clair, les deux pays sont frontaliers. Et les deux capitales, Brazzaville et Kinshasa, extrêmement rapprochées. Voilà, extrêmement rapprochées et sont les deux capitales les plus rapprochées du monde. Tu nous dis, Georges, qu'à Congo-Brazzaville, c'est une démocrature et non une démocratie. Qu'est-ce que démocrature? Voilà, c'est comme un néologisme, c'est-à-dire comme un nouveau mot. Mais ça fait un petit moment qu'on utilise cette expression démocrature. Et comme l'intonation du mot peut nous le faire sentir, il s'agit de la condensation
de deux mots. Il y a démocratie et dictature. Donc, la démocrature, c'est une expression qui peut se définir comme un régime, en fait, qui s'auto-proclame, pas qui se proclame, mais qui s'auto-proclame comme étant une démocratie. Qui se donne les apparences d'une démocratie alors qu'il n'en est rien. Exactement, voilà. Qui se donne les apparences d'une démocratie alors qu'au fond, c'est simplement, il se part de nombreux oripeaux démocratiques, mais fonctionne en réalité comme une démocratie. C'est ça qui se passe au Congo-Brazzaville, puisque nous avons pris le pari depuis très longtemps maintenant qu'il y avait un coup d'État constitutionnel qui s'est opéré déjà au Congo-Brazzaville. Mais on a dit qu'on va suivre un peu l'aboutissement de cette histoire-là. Donc au Congo-Brazzaville, nous sommes exactement face à une démocrature. Pour ne pas dire dictature. Pour ne pas dire dictature, puisque en fait il y a des élections qui se font. Il y a les caractéristiques d'une vraie démocratie qui sont là, c'est-à-dire que il y a des chambres, il y a le Sénat et puis le Parlement. Il y a les chambres du Parlement qui sont là, le Sénat et puis l'Assemblée nationale. Il y a des élections locales, des élections législatives, les élections présidentielles qui se font presque à un rythme à peu près correct. Mais en réalité, il y a tout un dispositif qui est mis en place de sorte que ces élections qui sont faites soient toujours gagnées par le système en place. Et l'un des points centraux à partir desquels est organisée, n'est-ce pas, cette escroquerie politique, parce que c'est bien vrai que c'est une escroquerie politique, c'est la gouvernance électorale. La gouvernance électorale est faite des listes électorales, c'est-à-dire qu'avant chaque élection, on dresse les listes électorales, administrativement parlant, pour saisir un peu le pouls de la population. Quelles sont les personnes qui sont en âge de voter et quelles sont les personnes qui se sont inscrites pour pouvoir voter. Et c'est sur la base de ces listes électorales, évidemment, que l'on va aux élections. L'autre chose par rapport à la gouvernance électorale, c'est une commission électorale. La commission électorale, dans des pays organisés, ça ne se pose pas, puisqu'il y a tout un dispositif qui réduise la portée des fraudes. Mais dans les pays comme le Congo-Brazzaville et pas mal de pays africains qui passent par cette démocrature, eh ben, c'est la tricherie, c'est la fraude qui est érigée comme un mode de gouvernance. C'est-à-dire que la commission électorale est complaisante, est acquise au pouvoir. Donc, il bourre les urnes, et puis on donne des chiffres qui n'ont rien à voir. C'est scandaleux. Mais Georges, juste pour nous mettre en contexte, on parle d'un État, le Congo-Brazzaville, qui a combien d'habitants? Quelle population environ? Alors, le Congo-Brazzaville est peuplé aujourd'hui, on nous parle de 4 millions d'habitants. Donc à peu près la moitié de la province du Québec. À peu près la moitié, tout à fait, à peu près la moitié. Donc 4 millions d'habitants au Congo-Brazzaville et le voisin, la République démocratique du Congo à côté, est à près de 75 millions d'habitants. Donc tu vois très bien que même la population de Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo, est nettement plus que la population du Congo tout entier. Mais quand même, tu sais, je veux dire, c'est 4 millions de personnes qui sont soumises à une dictature qui viole les droits humains, hein, il faut le dire. Ben exactement, mais c'est pour ça que nous menons un combat qui est un combat pour la vie, qui est un combat pour la vie parce que cette dictature dure depuis 40 ans aujourd'hui. Et soit dit en passant, pour nos auditeurs, Dominique, le Congo-Brazzaville, le petit Congo-Brazzaville, c'est un pays immensément riche. Ah ouais. Immensément riche. On a beaucoup de ressources naturelles, On a j'imagine. beaucoup de ressources naturelles qui sont des ressources exploitées. Mais le pays est malheureusement et paradoxalement... Les habitants sont très pauvres. Les habitants sont très pauvres et le pays est parmi les pays pauvres très endettés. Alors, il y a un paradoxe qui est insupportable à ce niveau-là. Il n'y a pas d'école fiable, il n'y a pas de système de santé. Et le pire, c'est que le cynisme des gens qui sont au pouvoir, c'est que quand ils sont malades, quand leur famille est malade,
Quand les gens qui, évidemment, sont les turiféraires du pouvoir sont malades, ben, ils s'envolent. Ils s'envolent pour aller se faire soigner en Occident, ailleurs, là où il y a... Les installations pour la santé sont trop désastreuses au Congo-Brazzaville. Sont presque inexistantes. Est-ce que la population se soulève? Est-ce qu'elle se pose des questions? Oh, Dominique, si tu savais combien la population congolaise est à presque 95% est tout à fait contre la dictature qui s'exerce sur elle, mais bien sûr chaque fois qu'elle veut se soulever, mais le régime est armé. La seule chose que le régime a fait, c'est d'acheter des armes de guerre, et alors que le pays n'est pas menacé par des pays étrangers. Et même, je veux te dire encore une chose, il arrive que les pays étrangers limitrophes provoquent le Congo-Brazzaville à violer son espace territorial sans que le régime qui est armé jusqu'aux dents, qui a les armes les plus sophistiquées du monde, ne réagisse. Mais le régime ne réagit que pour braquer ses orgues de Staline sur sa propre population. Et c'est ce qui s'est passé récemment, là, le 20 octobre, et un peu avant, à Brazzaville et à Pointe-Noire. On a massacré des jeunes qui ne demandaient que la démocratie, les bras nus, les bras en l'air. Eh ben, le dictateur Sassou Nguesso n'a pas hésité d'utiliser sa soldatesque et tirer sur les populations à balles réelles, et il y a eu près de 50 personnes qui sont mortes. Et ce que je dois dire, c'est dommage que nos médias occidentaux n'en fassent pas mention. Hein? On parle des attentats de Paris, mais on parlera pas nécessairement de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Mais nous en parlons à CKRL, Dominique. Heureusement qu'on est là à CKRL. Et là, tu veux me parler aussi, c'est que le régime pratique l'emprisonnement d'opposants politiques. C'est vraiment un problème, ça, au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, l'un des instruments de la puissance de l'État, de l'État démocraturial, je ne sais pas comment le dire, mais c'est l'emprisonnement. Ouais. Alors, au Congo-Brazzaville, nous avons en ce moment le cas des opposants politiques qui sont emprisonnés. Et le cas précis, c'est Paulin Makaya. Et nous utilisons cette antenne pour demander sans limite la libération de Paulin Makaya, qui est l'un des opposants les plus conséquents au Congo-Brazzaville. Parce que, pourquoi il attire le courroux du dictateur? Mais c'est tout simplement parce qu'il a une démarche politique qui est une démarche braqué sur une éthique qui est inaliénable. L'éthique inaliénable, c'est de ne pas être corruptible, d'être intransigeant vis-à-vis des turpitudes de l'État dictatorial en ce moment au Congo-Brazzaville. Et ce Paulin Makaya, c'est un brave type, a été simplement enfermé arbitrairement. On dit que voilà, on a retrouvé des armes chez lui, on n'a jamais démontré. Aucune preuve n'a été rapportée parce que le truc au Congo-Brazzaville... Et la justice est complètement corrompue, on imagine bien. Mais c'est tellement corrompu, et la chose la plus spécifique au Congo-Brazzaville, et je voudrais que nos auditeurs le suivent parce que nous voulons des soutiens, qu'on nous comprenne au Congo-Brazzaville. Ce qui se passe au Congo-Brazzaville, c'est que l'opposition ne bat que les bras nus. Parce que ça sert pas, mais de toutes les façons, ils n'ont pas l'intention d'avoir des armes. De toute façon, l'armée est beaucoup trop forte. L'armée est beaucoup plus trop forte, mais c'est ça qui fait mal au dictateur qui est en place au Congo-Brazzaville. Parce que si en face il y avait des gens qui étaient armés, ils s'en donneraient à cœur joie, ils briseraient. Mais comme l'armée, les gens en face n'ont pas d'armes, ça lui fait tellement mal que des gens comme les Paulin Makaya puissent se lever comme ça pour demander la vraie démocratie au Congo-Brazzaville. Georges, je me disais, c'est vraiment un scandale ce qui se déroule au Congo-Brazzaville. Je me disais, il faut que la communauté internationale réagisse. Déjà, il faudrait qu'elle ait connaissance que ce pays existe. Mais là, avec la conférence de Paris sur le climat, on aurait une belle occasion de dénoncer ce régime de démocrature au Congo-Brazzaville. Ok, merci Dominique de faire la liaison. Vous voyez que vous avez fait la liaison entre trois événements là. Hein? Je suis incroyable. Et puis on passe... mais vous dites que vous connaissez pas... mais vous le connaissez très très bien. Ça me fait beaucoup plaisir. Mais absolument, le Congo-Brazzaville, au fond,
fond, est connu internationalement. Le Congo-Brazzaville a eu son indépendance en 1960 et d'emblée inscrit dans les institutions des Nations Unies. Presque toutes les institutions des Nations Unies et même le siège de l'OMS est à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Ah oui. Okay. Donc, c'est te dire que le Congo-Brazzaville, c'est un acteur central dans la vie du monde, dans la vie de l'Afrique. Et donc, ce qui se passe au Congo-Brazzaville est connu par le monde entier. La preuve, le Congo, il paraîtrait que le Congo a financé à 40% la COP 21. 40%. Mais là, on parle pas de Congo-Brazzaville. Là, on parle du Congo-Brazzaville, le petit Congo-Brazzaville de 4 millions d'habitants. Qui a financé, qui aurait financé à 30 à 40% la COP 21. Mais il y a des circonstances qui peuvent pousser le Congo à financer à 40%. C'est là où j'attends ta question. Pourquoi? J'imagine. Pourquoi est-ce que le Congo-Brazzaville a financé comme ça la COP 21? Pour ne pas se faire dénoncer, finalement, par les autres pays? Bon, on a parlé de la corruption. Est-ce que moi, je suis un dirigeant d'un autre pays à la COP 21, le Congo-Brazzaville a financé possiblement à hauteur de 40% la COP 21. Est-ce que je vais commencer à dénoncer ce pays qui nous a donné tant d'argent par ailleurs? On peut pas dénoncer puisque ce qui, de toutes les façons, qui est le grand maître de la COP 21, c'est bien François Hollande, le président de la France, qui veut marquer, et on veut bien, qui veut marquer d'une empreinte indélébile son passage à la présidence de la République française avec la COP 21. Et comme on l'a vu, c'est un événement qu'on n'a jamais organisé dans le monde, qui a cristallisé tous les chefs d'État là. Donc, François Hollande a eu un positionnement par rapport à ce qui se passait au Congo, puisqu'il sait très très bien qu'il y a une démocrature au Congo-Brazzaville. Et au départ, François Hollande était parti pour réduire cette dictature et il a fait des déclarations tapageuses au Bénin et à Dakar pour dire qu'il fallait que ça s'arrête. Et aujourd'hui, on dirait qu'il a tout oublié? Ah, mais il a tout oublié. Il a fait un retournement terrible de 90 degrés et pour reconnaître maintenant que Sassou Nguesso, c'est une personne, n'est-ce pas, qui est fréquentable. Et ici, sur cette antenne, nous avons fait une émission avec une journaliste congolaise, Sadio Morel Kanté, qui est une journaliste qui était intransigeante vis-à-vis du système et qu'on a foutu dehors, qu'on a jeté dehors comme une malpropre. Et nous avons passé avec Caroline Stephenson une émission avec elle. Donc, François Hollande a simplement retourné sa veste parce il lui fallait peut-être les 30 ou 40 millions pour organiser. Et sur cette base-là, on préfère réduire au maximum la vie de tout un peuple, tout simplement parce que il y a l'argent de la corruption. Et je crois que nous autres qui avons, en tant que citoyens français, avons voté François Hollande, nous sommes abasourdis. Nous sommes abasourdis de voir comment une personne qui est venue avec beaucoup de force, n'est-ce pas, à dénoncer la dictature, puisse s'en accommoder de cette manière-là. Et je vais te dire encore une chose, Dominique. L'Afrique, je t'assure, sauver l'Afrique, c'est sauver le monde. Ouais. Parce que beaucoup de gens, à cause de la dictature, sont en train de fuir le pays. Et ils fuient le pays et ça crée des situations que nous connaissons aujourd'hui de l'immigration. Il faut s'intéresser à l'Afrique. La population est immense et elle croît à un rythme fou. C'est des économies aussi qui se développent. Alors, il faut s'intéresser à l'Afrique et on croise les doigts que les dirigeants du monde vont un jour peut-être s'y mettre, commencer à s'intéresser à ce continent. Ok, absolument, à s'intéresser à ce continent, mais je voudrais rappeler encore ceci et le dire avec beaucoup de force. Il faut soutenir l'Afrique. Régler les problèmes en Afrique, c'est régler beaucoup de problèmes qui se posent en Occident du fait des mouvements migratoires, absolument. Il faut que l'Afrique soit un espace où les Africains puissent avoir le goût de vivre et développer ce continent extraordinaire et retenez le nom de Paulin Makaya, qui est un opposant au système dictatorial emprisonné présentement au Congo-Brazzaville et nous demandons sans délai la libération de cet homme politique de vertu. Georges Goma, le message est lancé. Merci, toujours très intéressant cette chronique d'Afrique noire. Merci.